sommes mardi et 19h15, vous êtes chez vous à la maison et nous sur ce plateau de télévision, mais par la magie des ondes, nous nous trouvons chez vous. Merci de nous accueillir, je suis très heureux, comme tous les soirs à la même heure, d'être là. Et à mes côtés, il y a les meilleurs chroniqueurs d'Afrique et du monde. Je suis très heureux de vous annoncer sur le plateau Élisée Boloubé. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Et vous-même? Ça va très bien. Bonsoir Daouda, Sa Majesté, comment allez-vous? Bonsoir mon Brico, je vais très bien. Alors, et toi? Ça va très bien. Je vais répondre à un internaute qui disait, mais pourquoi vous invitez ces Daouda là même tous les jours? Vous l'invitez? Oh là là. Non, ce Daouda n'est pas invité sur le plateau, c'est Daouda fait partie des chroniqueurs, c'est Daouda fait partie de ce plateau-là. Tu sais, Daouda, il faut que je le dise, si Daouda n'était pas là, il aurait fallu le créer. Ah ouais. C'est important. Je pense que toute cette bonne humeur, cette bonhomie que j'envoie sur ce plateau-là, ça vous fait plaisir, n'est-ce pas, ma très chère Bobo? L'auto quoi, comment on dit ça? Ben, je vais même aller plus loin. L'autoflagellation. C'est même pas de l'autoflagellation, c'est de l'autopalpation. Non, c'est de l'autocélébration, je sais. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? Salut Brice, salut à la team, bonsoir chez vous. De vous, on dit beaucoup de bien également sur le plateau. C'est très gentil, merci à tous. Bon, allez, vous l'avez entendu, hein, sans qu'on l'annonce, André Bois, comme d'habitude, est avec nous et ça fait plaisir chaque fois qu'il est là. Bonsoir Bonsoir André. Brice, c'est vrai que quand je viens, tu sais que je brise toujours Les les codes. codes. C'est ça, vous êtes un évidemment. briseur de codes. Bonsoir à vous tous. C'est très bien. Bonsoir. Bon, Élisée il vous a répondu comme chez quelqu'un que je connais, que je ne vais pas citer, où vous vous retrouvez tous les vendredis. Allez les amis, samedi 3 juillet, c'était samedi dernier, eh bien 10 candidats du RHDP ont été présentés donc par le porte-parole adjoint et chef de délégation du RHDP, Mamadou Touré, donc dans la région du Tonkoui. Et puis à Bobo, pour le prochain municipal, c'est Mme Kandia Kamara qui a été présentée aux populations. Le RHDP donc, a décidé de présenter ses champions, j'ai envie de dire, Daouda. Oui, ils ne commencent pas maintenant. Depuis quelques semaines, ils ont commencé cette tournée-là en itinérance dans toutes les villes où depuis la sortie de la liste des candidatures. Et dans le Tonkoui, Mamadou Touré était chef de délégation. Mamadou Touré qui est un ministre de la jeunesse et porte-parole adjoint du RHDP et du gouvernement. Ça a été le lieu pour lui de préciser aux militants du Tonkoui que ces personnes qui sont devant l'Assemblée, en fait, ce sont des personnes qui ont été choisies dans la toute grande transparence et démocratique. Ne dites pas que vous y croyez, Daouda. J'ai le droit au moins de faire le point de ce que Mamadou Touré a dit. Voilà. Donc, au passage, on est allé à Bobo, où Mme Kandia Kamara a été, elle aussi, présentée, celle qu'on appelle la pérenne nationale, a été présentée aux gens d'Abobo. Et là-bas, la seule grande information, c'est que le FPI s'allie au RHDP. Voilà. Vous avez fini le point? Voilà, le point est fait. D'accord. Votre avis? Ben, mon avis sur la question, je veux dire, c'est tout à fait normal quand on sait qu'au sein même du RHDP aujourd'hui, il y a certaines candidatures qui sont décriées par la base militante de certaines régions. Donc, c'est tout à fait normal que les ministres aillent pour aller présenter ces candidats. Quand on sait que pour 2025, c'est l'élection couplée régionale, municipale, ça a de grands enjeux et ça trace les sillons de 2025. J'avoue que c'est tout à fait normal que le RHDP fasse ça pour éviter qu'il y ait des candidatures indépendantes à leur sein. Quand on sait qu'il y en a eu déjà dans d'autres partis. Très bien. Élisée Boloubé. Ben moi, je pense que ça rentre dans l'ordre normal de l'organisation du parti. Si le parti a choisi de présenter ses candidats, c'est son choix. C'est son choix, il décide de le faire ainsi. Je n'ai vraiment pas de commentaire particulier là-dessus. Juste noter que, depuis la publication de la liste, on note effectivement qu'il y a des personnalités quand même de haut rang parmi ceux-là au nom du parti au pouvoir qui vont briguer les législatives et les régionales et les municipales. C'est un constat qu'on fait. Je pense particulièrement pour ma part que pour une question de valorisation de nouvelles compétences, il aurait été peut-être plus intéressant dans le sillage de vraiment voir s'il y avait certaines personnalités qui ne sont forcément pas au rang où sont les autres, mais qui quand même jouissent d'une certaine aura ou jouissent d'une certaine légitimité, pouvaient quand même faire office de candidat. On aurait pu quand même leur permettre aussi de progresser. Très bien. Mais bon, c'est comme je le dis, c'est le choix du parti, c'est l'organisation interne. Notons le point de l'alliance, si on veut dire, du partenariat qui fonctionne, enfin à Bobo, parce que pas forcément partout. Le candidat du FPI fait place, en tout cas cède sa place. En tout cas, la fusion, elle est effective. Donc, M. Bay a décidé donc d'accompagner Madame Kamara. Kandia. Oui, mais sur ça, je pense qu'il y a... Je ne vais pas utiliser un gros mot, si on va me dire que, à la limite, je ne suis pas l'air de
il y a une petite entourloupe en la matière, parce que il me semble que l'accord qui avait été signé entre le Fonds populaire ivoirien et le RHDP portait sur, j'allais dire, une volonté commune d'aller à la paix, d'aller à la chose. Je n'ai pas compris que c'était une alliance électorale. Et là, ça fait un moment, j'entends un peu partout que non, si les candidats peuvent se désister, machin, tout ça, en faveur du RHDP. Je trouve que voilà, ils n'ont pas été clairs. Je pense que la vie politique doit être vraiment transparente. Ça, c'est pour sur le sujet la question que Brice m'a posée. Je vois que ça bouillonne de l'autre côté. Je voulais juste dire, mais André Papa me dit qu'il croyait vraiment que c'était juste pour la paix et la réconciliation. Moi, je trouve qu'il ne faut pas. Parce que sur le plateau, je faisais partie de ceux qui disaient faut qu'on appelle un chat un chat. Non, mais en fait, moi, là où je ne vous comprends pas, c'est que j'avoue que lors de la signature de ce partenariat entre le FPI et le RHDP, les deux parties l'ont dit. C'est un partenariat, mais il peut arriver que dans certaines régions, on décide de se mettre ensemble. Donc, il faut être clair sur ce plateau. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Oui, quand on parle d'alliance aussi, moi, je pense qu'il faut être honnête vis-à-vis des populations. On ne peut pas dire on va s'allier à Cocody, on va s'allier à Bobo, et puis dans le Moronou, on va aller s'affronter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Aondjon, qui est le candidat du RHDP, affronte Pascal Affi-N'Guessan, qui est du FPI. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit honnête vis-à-vis des Ivoiriens qui nous regardent et que les partis politiques, chaque parti politique en tout cas, puisse être honnête vis-à-vis. Ma chère Isabelle, il faut de la clarté, pas ma chère Isabelle, il faut de la clarté. Monsieur André Bois, tenez-vous bien. Sachez que la langue française, chaque mot a sa signification. Oui. Le mot partenariat et le mot alliance, ce n'est pas forcément la même chose. Hein. On est partenaire, ça ne veut pas dire qu'on s'allie. Mais vous venez de dire le contraire tout à l'heure. Non, mais ce que j'ai dit justement. Non, vous venez de dire tout à l'heure que s'ils ont signé un partenariat, de facto, ce partenariat allait conduire. C'est pas ce que j'ai dit, Brice. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont signé un partenariat. M. Bakongo et M. Affi-N'Guessan, et ils disent dans ce partenariat, ce n'est pas dans tous les lieux qu'on sera alliés. Il y aura des lieux où nous serons alliés. Quel est le message pour chaque militant, en fait? Bon, Élisée, on ne peut pas se dire on va être en partenariat avec un parti politique, et puis dans certaines zones, on va s'affronter, dans d'autres, on va être ensemble. Mais pourquoi est-ce que M. Bédier, en son temps, n'avait pas dit... Soit on est en véritable alliance. Mais est-ce que M. Bédier n'avait pas dit en son temps ici que pour les alliances qui vont être menées, ils vont regarder les lieux. Et c'est selon les lieux où, si j'estime que j'ai la force dans X ou Y région, je n'ai pas besoin de toi, on n'a pas besoin de ça. J'ai lisé depuis 30 secondes. J'ai lisé depuis 30 secondes. Jusque-là, moi, je n'ai aucun souci qu'on s'allie ici et qu'on soit, disons, opposés de l'autre côté. Mais là où j'ai un problème, et qui, ma foi, m'amène à remettre en cause réellement ce partenariat, qui est censé être un partenariat de paix et de réconciliation. Quand on voit ce qui se passe au Moronou, je me dis que le partenariat est pratiquement déchiré. Parce qu'aujourd'hui, dans le Moronou, la tension, elle est réellement vive entre les partisans du RHDP et puis les partisans du FPI. Il y a même eu des affrontements. Bon, pas à un certain niveau, mais il y a quand même des joutes verbales, il y a un certain nombre de violences. Donc déjà, quand on dit on fait un partenariat, et ce partenariat-là a pour socle la paix et la réconciliation, et que des gens sont en train de s'étriper dans une zone, je pense qu'il y a un problème. Élysée vient de se désolidariser de Daouda. Je suis pas du tout solidaire avec lui. La solidarité était à quel niveau? Face à André, il paie. Ils avaient un partenariat. Merci Élysée, pardon. Quand Daouda veut nous dire ça, ce qu'on veut dire, c'est que l'endroit le plus emblématique, c'est là où il y a le président du FPI. Si vous êtes opposé au président du FPI, qui pourrait perdre par ailleurs son poste de président, de région, je veux dire, la valeur même de la signature de ce dernier-là, parce que ça sert à quoi de penser que Diabaté Bey va apporter des voix à Kandia Bobo? Parce qu'à un moment, il faut être sérieux. Mais en revanche, je termine là-dessus, mais en revanche, que l'Alliance impose la paix dans le Moronou, par rapport à ce qu'Élysée vient de dire, là, ça a de l'importance. On voit bien que là, les gens peuvent s'opposer parce que vraiment les divergences sont. Mais là, vous parlez d'alliance, mais non, mais je reviendrai même au partenariat. Parce que c'est l'objectif premier d'ailleurs de ce partenariat. C'était ça. Que le partenariat arrive à imposer la paix. J'ai trompé sur le terme. Si le partenariat arrive à imposer la paix, à ce moment-là, je pourrais dire, ah d'accord, c'est un partenariat au cas par cas, en fonction de là où il y a des tensions, on essaie de se désister pour. Mais là, c'est dans le Moronou. Et Affi-N'Guessan a besoin de cette légitimité-là des urnes. Voyez-vous, le problème, c'est que ce que j'essaie d'expliquer depuis longtemps, c'est que qu'on le veuille ou pas,
Aujourd'hui, M. Afin-Guessan est président de la région du Moronou. Mais si le RHDP estime qu'il a aussi des forces, il a des choses à gagner, pourquoi forcément s'allier ou faire des partenariats? Leur partenariat, parce qu'il ne faut pas Mais c'est pour confondre- la paix. Qu'est-ce que Oui, mais Daouda ils n'arrive ont pas à dit on comprendre? fait un partenariat pour la paix. Oui. Mais les politiciens, ils ont leur raison, ils savent ce qu'ils font Non, mais si ça clairement. vous nous dites que les positions ont leur Oui, raison ici, mais Daouda, ça sert à n'empêche rien. que- Finalement, non, mais- on va dire d'accord à l'autre Mais auditeur qui dit André, qu'il faut rester à la maison. laisse-moi aller au bout, s'il te plaît. Oui. Hein? Ne va pas dans tous les sens. Ce que je vais simplement dire, il faut accepter que c'est un partenariat. Et ce partenariat-là n'empêche pas, parce que je l'ai dit dès l'entame, qu'ils ont dit, dans des régions où on sait que nous serons en danger, où on sera en difficulté, on se mettra Daouda, ensemble. c'est une Ça a été le redite, cas à Cocody c'est une entre M. redite que tu Éric nous Tabar fais. et M. Excuse-moi, Daouda, Sangaré. Et avançons. à Bobo, c'est la même chose. Non, Daouda, Voilà. c'est une redite. Ce qu'on dit, c'est que si je dis mon partenariat, c'est pour obtenir la paix, et que là où la paix n'est pas menacée, je signe un partenariat, alors que là où la paix est menacée, je n'en signe pas. Mais ne Attends, faisons je pas- Il y a un finis. problème. Manifestement, mon partenariat, c'est une entourloupe. Bon, très bien, C'est je ce qu'on vais va écouter expliquer. quelqu'un d'autre. Avançons. Je vais écouter quelqu'un d'autre sur la question. Bon, moi je pense que, comme André l'a dit, on est vraiment dans des redites. Moi je crois que le partenariat il a été très clair. C'est-à-dire que dans ces thèmes, allons sur la question de alliance ou pas alliance, mise ensemble ou pas mise ensemble. Mais le sens même du partenariat, comme je le dis encore, c'était vraiment de veiller à créer un climat de paix dans les endroits où nous sommes. Mais quand on voit les signaux qui sortent déjà du Moronou, je crois qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on questionne ce partenariat-là. En réalité, est-ce qu'il est vraiment accepté ou bien intégré par ceux qui l'ont signé? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on signe un partenariat qui a pour socle la paix et que déjà, là où même, comme il le dit, il y a des candidatures qui, pour moi, sont des candidatures très symboliques, des candidatures très fortes, que le président du FPI, qui est donc signataire de ce partenariat-là avec les autorités du RHDP, et que ce soit dans cette zone-là qu'il y ait de la tension, il y a véritablement un problème. on est Et en ça, période- qu'on se questionne Mais réellement qu'on le sur ce veuille ou partenariat-là, pas, en fait. période électorale, c'est forcément à un moment donné, la tension va monter. Mais je suis sûr et certain que les deux partenaires, notamment le FPI et le RHDP, vont finir par s'entendre. C'est le but du Ça, partenariat. c'est une incantation. Hein. Non, pas mais une ça- analyse. non, mais il y a C'est une toujours- vue de ton il y a esprit, toujours un- André. Il y a toujours un rapport de force qui existe. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui prendra le dessus. Et je pense qu'un candidat définitif sera donc désigné par les deux parties dans le sens du partenariat. Et Voilà. pendant ce temps, parce qu'il faut que je passe à un autre sujet, et pendant ce temps, la CEI annonce que désormais, on pourra consulter, donc vérifier l'inscription sur la liste électorale provisoire de 2023 via Le site internet. un site internet. Donc c'est possible désormais d'aller sur internet pour vérifier sur la base de son nom, sur la base de sa date de naissance, et sur la base de son numéro également d'inscription sur la liste électorale. Donc c'est possible. On fait intervenir donc les technologies, donc la technologie pour pouvoir rapidement aider à progresser sur la vérification des noms sur la liste électorale. Réaction, les amis? Mais ça existe depuis la 2020, la vérification de la liste électorale. Et au passage, je peux te dire que moi, je vote au lycée Sainte-Marie dans le bureau numéro 1. Donc, c'est vérifiable. J'avoue que c'est une très bonne chose. Déjà que le contentieux s'est ouvert depuis le jeudi dernier, c'est le lieu pour les partis politiques et les citoyens ivoiriens, s'ils estiment, pour éviter d'autres heures, comme dans le Moronou, comme tu en parlais, c'est mieux quand on a vu des gens qui ne doivent pas être sur la liste, il faut faire en sorte de dénoncer ces personnes-là pour ne pas qu'ils soient sur la liste, pour éviter encore d'autres morts inutiles. Moi, je Voilà. me rappelle à l'époque, une fois que tu es inscrit sur la liste électorale, il fallait te rendre dans ton lieu de vote et puis regarder ton nom s'afficher en fait sur De des... façon physique. Exactement, de façon physique, Et sur si des votre feuilles voisin arrachait la feuille avant, qui étaient placardées sur les portes, sur les murs en fait des différents établissements. Mais aujourd'hui, il faut saluer en fait cette transformation digitale de la CEI et c'est vraiment à saluer quoi. Voilà. ok. Bon, mais c'est surtout inviter, parce que vous en parliez tout à l'heure, mais c'est surtout inviter les populations, les partis politiques à vraiment consulter cette liste électorale-là et à se prononcer sur des cas qui peuvent être litigieux. Moi, je pense même qu'au-delà des partis politiques, tous les Ivoiriens doivent faire cet exercice. Et En tout c'est cas, exactement ce que j'ai dit. c'est ce hein. que je ceux dis, qui il sont a sur la dit. liste ceux qui sont sur la liste électorale doivent faire cette exercice. Je poursuis. Je suis pas en train de dire le contraire. Je n'ai pas dit que je m'oppose à ce que tu dis. Non, mais voilà, je suis pas en train de m'opposer à ce que tu dis. Donc, le redit, ce n'est pas mauvais. Donc, laisse-moi poursuivre, en fait. Voilà, donc, Quelqu'un va se plaindre tout à l'heure. donc, comme je le disais, tout le monde doit vérifier, surtout après la dernière sortie du président de la CEI. Je pense qu'après la dernière sortie du président de la CEI, qui nous a révélé que la plupart des anomalies qui existent sur la liste électorale le sont depuis les accords de 2008-2009 parmi les acteurs politiques. Je crois qu'après cette révélation, aujourd'hui plus que jamais, il est important pour nous citoyens, à quelque niveau que ce soit, qu'on sorte cette liste-là
et qu'éventuellement les différentes anomalies qui auraient pu être constatées ou qui sont constatées soient une bonne fois pour toutes traitées et qu'on puisse trouver une solution. Parce qu'il ne faut pas qu'en 2025, quand on sera au moment des présidentielles, on vienne encore nous ressortir les mêmes argumentaires. Non, il y a des choses qui sont sur la liste qui ne devraient pas être, alors que, à entendre ce que le président de la CEI a dit, et avec preuve à l'appui d'ailleurs, la quasi-totalité des anomalies qui aujourd'hui sont dénoncées comme étant des actes qui cacheraient certainement des velléités de fraude, le sont depuis 2008. Donc ça veut dire que quelque part, nous-mêmes en tant que citoyens, il est important aussi qu'à un moment, on prenne nos responsabilités, qu'on vérifie cette liste-là et puis qu'on laisse. Mais Élisée, moi, j'ai envie de poser une question. Je vous promets, Daouda, que ça va être difficile. Vous pourrez la poser à Élisée hors antenne. Je vous promets. Vous êtes gentil, Daouda. On va recevoir notre invité parce qu'on est un peu pris par le temps ce soir. Monsieur Serge Agnero nous rejoint sur le plateau du Grand Talk. Il est directeur régional Africa Global Logistique, région Golfe de Guinée. En sa compagnie, on évoquera donc la question de la logistique pour une interconnectivité efficace entre États africains. Je vous promets, bonsoir, comment allez-vous, installez-vous. Monsieur Agnero, alors on va tout de suite avancer avec les questions. La toute première, c'est que je constate qu'il y a récemment eu un changement du nom de la marque. À quoi répond ce changement ? Bien, merci bien pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir intervenir sur votre plateau. Un grand honneur pour moi, retour aussi au pays, puisque ça fait quelques années que je suis hors de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, récemment, le groupe Bolloré a décidé de vendre ses activités en Afrique au groupe MSC. Ce faisant, il était nécessaire à un moment donné également de faire évoluer le nom de cette marque, qui était associé à un patronyme notamment. Et il était important pour nous de faire évoluer cette marque-là vers des valeurs qui nous sont importantes. On est avant tout une entreprise en Afrique pour les Africains. Nous sommes une entreprise également dans la logistique, mais avec cette connotation d'embrasser l'ensemble de la palette logistique. Et voilà un peu pourquoi il y a eu ce nom nouveau qui a été défini, Africa Global Logistique. Vous venez de parler de palette logistique. Ça, tout de suite, je m'interroge. On entend beaucoup de jeunes, on va être très simple. Ah, moi, je fais transport et logistique, BTS, machin. C'est quoi, au fond, que renferme toute cette notion de logistique? Et puis, on va comprendre justement son apport dans l'économie tout court. Bien, je pense que, André, vous touchez du doigt quelque chose qui est en même temps simple, mais qui a une profondeur importante. La logistique aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour mettre en œuvre, déplacer quoi que ce soit. De l'iPhone qui est produit en Chine mais qui doit être vendu à Paris, au sac de cacao qui sort de la région de Vavois et qui va atterrir à Anvers. La logistique aujourd'hui englobe tout ce qui est nécessaire de faire pour passer d'un point A à un point B. Que ce soit avec une transition qui implique des changements de continent, et donc passage par voie maritime ou voie aérienne, ou simplement au travers de voies ferrées ou de voies navigables fluviales, ou plus simplement également au travers de véhicules routiers. Donc ça englobe toutes les actions qui sont nécessaires pour passer de ce point A à ce point B. Et comme pour passer de ce point A à ce point B, il est souvent également nécessaire de passer d'un pays à un autre, il y a un certain nombre de formalités qui doivent être accomplies. Donc vous avez tout ce qui concerne des activités de transit, des activités de traçabilité, des activités de valorisation, des échanges également de documents administratifs qui permettent derrière quelquefois aussi de faire face à une transaction financière. Donc voilà un peu tout ce qu'on a dans ce vocable-là. Très bien. Élisée ? D'accord. On sait aujourd'hui, avec la mise en place de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, le secteur de la logistique, si je peux m'exprimer ici, devient du coup très prépondérant. Vous, comment vous organisez pour pouvoir répondre, disons, à la mise en œuvre de cette ZLECAf-là? Je vous remercie pour cette question. C'est vrai que la ZLECAf est une formidable opportunité pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique contribue à hauteur de 3 à 4% au commerce international. Alors que l'Afrique, du point de vue démographique, dans
25 ans, c'est plus de 30% de la population mondiale et avec des ressources importantes. Donc, la ZLECAf est un élément fondamental pour permettre à l'Afrique d'améliorer sa contribution à l'économie mondiale, essentiellement intra-africaine, mais également pouvoir générer des produits à valeur ajoutée qui pourront être exportés. Et clairement, un des piliers de la réussite de la ZLECAf, c'est la connectivité. Connectivité en Afrique, mais également connectivité pour pouvoir se raccorder aux autres continents. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, en termes d'infrastructures, ce qui a été fait en priorité, ce sont les infrastructures dans les ports, surtout des ports en eau profonde, pour permettre à de bateaux de venir apporter des marchandises ou en prendre pour aller vers d'autres destinations. Aujourd'hui, si on regarde la façade africaine et si on prend plus proche de nous la zone de la CEDEAO, on a quasiment dans les grands pays des ports en eau profonde qui sont capables d'accueillir les plus grands navires. Donc de ce côté-là, je dirais qu'on est comme les meilleurs de la classe avec des infrastructures de pointe. Récemment, vous avez dû voir l'inauguration de Côte d'Ivoire Terminal, qui est le dernier terminal à conteneurs qui a été inauguré au mois de novembre dernier et qui donne à la Côte d'Ivoire de pouvoir jouer un rôle encore un peu plus important. Ce qui maintenant est nécessaire de faire, c'est toute la partie connectivité terrestre. Comment faire pour passer d'Abidjan à Ouagadougou, à Bamako, comment faire pour passer d'Abidjan à Bouaké dans un laps de temps court et à moindre coût. Le dernier élément, et qui n'est pas des moindres, c'est également toute la partie documentaire. Et sur ce pavé-là, il y a de grands efforts à faire. J'ai eu la chance de travailler à Singapour il y a quelques années. Et aujourd'hui, à Singapour, en moins d'une minute, vous avez votre transaction douanière qui est validée dans le système à partir du moment où les données sont intégrées et renseignées. En moins d'une minute. Et ces données intégrées et renseignées, ils peuvent l'être aussi également très rapidement parce que tout est digitalisé. Et à partir de la facture commerciale, à partir de la transaction où l'acheteur achète le produit, tout ça est mis en œuvre. On connaît la nomenclature douanière, on est capable de savoir ce que la personne a à payer, personne qui peut acquitter également électroniquement son paiement. Donc à partir du moment où un conteneur touche Singapour, normalement en moins d'une minute, il est capable de sortir une fois qu'il a débarqué du navire. En Afrique, dans le meilleur cas, on est à 4 ou 5 jours. Dans le pire des cas, on est à 3 semaines. Bon, le lundi dernier, je veux dire hier au CEO Forum, Africa CEO Forum, vous avez appelé à un partenariat public-privé. Vous demandez un accompagnement de l'État et autres. Qu'attendez-vous vraiment de cet accompagnement-là? Mais puis pour compléter par rapport à cette question, parce que vu que vous venez de changer de propriétaire, est-ce que ça donnerait le sentiment que le nouveau propriétaire va investir moins et va plutôt attendre plus de l'État plutôt que de son investissement privé, puisqu'il vient d'acheter l'entreprise? Bien, je dirais que les débats que nous avons eus à l'ACF sont des débats qui ont été faits au-delà de la dimension de l'entreprise qu'on représente. Ce sont des débats, je dirais, plutôt des débats de citoyens, okay. Un peu plus globaux, comme vous le dites. Tout à l'heure, j'ai parlé d'infrastructures, je parlais notamment des terminaux à conteneurs. Et je vous disais que du point de vue de la connectivité, il fallait faire plus. Faire plus au niveau des routes, faire plus au niveau des chemins de fer, faire plus au niveau également d'un certain nombre d'initiatives pour mettre les voies de communication en adéquation avec les nécessités de déplacement. Ce sont des infrastructures qui sont, du point de vue capitalistique, assez importants. Et nous sommes des États ou des pays avec quelquefois pas suffisamment de population pour permettre à ce qu'un acteur privé, et au regard de ce que coûte aujourd'hui les coûts d'intérêt, puisse rentabiliser de manière viable ces opérations. Et les seuls mécanismes qui existent et qui ont fait leurs preuves, ce sont les partenariats publics-privés, où l'État est en capacité de garantir
soit des financements à des taux concessionnels auprès de bailleurs type la Banque mondiale ou le FMI, via des droits de tirage, ou sont capables de concéder une activité pour un certain nombre de temps, et donc d'une certaine façon pérennise un business plan pour un opérateur économique qui peut à ce moment-là aller vers une banque et lever des capitaux. Donc ces partenariats publics-privés, c'est pour permettre de construire ces infrastructures qui au final serviront à la communauté. Donc notre ambition, c'est de demander aux États de faire en sorte que ce type de partenariat bien pensé, avec en ligne de mire également ce que la ZLECAf permet de faire, et donc d'aller vers de plus en plus de la régionalisation, parce que ça également c'est quelque chose qui est important pour rendre viable et pérenne ce type d'investissement, c'est de le faire un peu plus. Voilà. Alors, relativement à la Côte d'Ivoire, vous savez que l'année 2023 a été décrétée l'année de la jeunesse par le président de la République. Quelles sont les opportunités qu'offre votre groupe à ces jeunes-là? Bien, ce qu'il faut savoir, si je prends le cas uniquement de la Côte d'Ivoire, c'est que notre groupe y emploie aujourd'hui 8000 personnes. Et on a noué depuis très longtemps des partenariats avec les grandes écoles. Chaque année, nous intégrons 300 et 500 stagiaires, principalement de l'INHP, mais également de l'Académie des sciences de la mer et d'autres écoles. On les intègre pour leur cursus professionnel, mais également on travaille et on a des partenariats avec ces écoles-là pour pouvoir par la suite intégrer certaines promotions, puisqu'il y a un renouvellement naturel de nos emplois. On a également un volet important parce qu'on utilise énormément de sous-traitants. Donc en emploi indirect, on utilise au moins entre 2000 et 5000 personnes chaque année. Et donc ça également, c'est un levier sur lequel nous sommes contributeurs de l'emploi. Spécifiquement pour les jeunes, aujourd'hui, et tout à l'heure vous évoquiez la logistique, il y avait des clichés qui faisaient que la logistique n'était pas nécessairement le métier de rêve. Ça a complètement changé. Quand vous voyez des porte-containers comme celui que vous avez derrière vous, les technologies mises en œuvre du point de vue de l'automatisation, de la robotisation, mais même de la planification sont importantes. On fait ce qu'on appelle du yield management, un peu comme ce qu'on fait dans l'aviation, pour optimiser le positionnement des containers, pour optimiser les trajets des navires, pour optimiser les temps d'escale. Et une des solutions, notamment pour améliorer les temps de passage des containers, c'est ce qu'on appelle les fenêtres, soit d'accostage, soit des fenêtres pour venir prendre les containers. Donc, dans ce domaine-là, c'est de la digitalisation. Dans ce domaine-là, c'est de la robotique, c'est de l'automatisme. Dans ce domaine-là, c'est également de la gestion et du commercial. Et donc forcément, les jeunes aiment ça. On doit terminer une courte question. J'ai parlé aussi, vous avez répondu d'une certaine façon à ma question, parce que vous avez dit que c'est une révolution globale. Mais aujourd'hui, quelles sont les ambitions, pour qu'on se quitte de ce nouveau groupe, disons les choses comme ça, quelles sont vos ambitions au sortir d'un rendez-vous comme le Africa CEO Forum? Vos ambitions aussi pour la Côte d'Ivoire? Oui, c'est ça aujourd'hui les ambitions du groupe. De manière générale, pour l'Afrique, nos ambitions, c'est vraiment de pouvoir apporter notre savoir-faire et accompagner le développement de l'Afrique. Notre leitmotiv, c'est être au cœur de la transformation de l'Afrique. On croit en Afrique. Ce sont des Africains qui viennent mettre en place des choses pour faire en sorte que l'Afrique soit développée. Je vous ai dit tantôt que j'ai travaillé en Asie, j'ai travaillé en Europe, et il n'est pas déraisonnable de pouvoir faire ce qui a été fait dans ces pays-là ici. Si des gens comme nous, des Africains, avons pu le faire ailleurs, pourquoi ne pas pouvoir le faire chez nous? On y croit fortement et c'est l'ambition de notre groupe. Accompagné par un propriétaire qui croit également à l'Afrique et qui est prêt à mettre des moyens sur du long terme. Donc voilà un peu nos ambitions. Monsieur Serge, je remercie beaucoup d'être passé sur notre plateau et on en sait un peu plus désormais sur la logistique. On a fait beaucoup de pédagogie, on en a su davantage sur également les perspectives au niveau de votre structure. On aura l'occasion, dès que votre agenda vous le permettra, de vous recevoir à nouveau sur ce plateau-là pour plus de détails. Merci. Je vous remercie et encore une fois, ça a été un plaisir de participer à cette émission. Et on parlera d'intelligence artificielle en compagnie de notre prochain invité. Il s'agit de Jean-Yves Bradbo.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Je suis en compagnie de la magnifique Isabelle Vauvor. Ça va Isabelle? Oui, ça va. Monsieur Daouda Sa Majesté Koulibaly. Toujours Voilà, présent. comme ça. Monsieur Élisée Bologbeu. Monsieur André Bois, et je vous l'annonçais que nous serions en compagnie, et c'est chose faite, de Monsieur Jean-Yves Brago, ingénieur en intelligence artificielle, entrepreneur. Je vais évoquer qu'on parlerait d'intelligence artificielle vers la fin de l'émission, mais il est important qu'on parle d'entrepreneuriat. Je sais que vous étiez à l'extérieur et vous avez décidé, et ça c'est la beauté de votre histoire, vous avez décidé de revenir en Afrique et chez vous pour investir. Déjà, quelle est la motivation qui guide cette démarche? Merci déjà de m'inviter sur votre plateau. C'est un plaisir d'être avec vous. Je crois que la première motivation, c'est surtout de pouvoir redonner au continent africain ce qu'on a reçu, en quelque sorte. Donc moi, je suis né ici, j'ai grandi ici jusqu'à 17 ans et je suis parti à l'étranger pour apprendre des connaissances, avoir des compétences, un peu de cash aussi, ça peut aider, pour revenir investir. Donc c'est un peu un appel au retour aux sources, de revenir et de jouer ma partition et de dire je suis parti, je suis venu et je donne un peu de ce que j'ai reçu à des frères et des sœurs ivoiriens et Vous n'êtes pas africains. inquiet de revenir avec cela, Comment en imaginant que l'environnement peut ne pas être favorable, les conditions globalement. Vous n'avez pas eu peur de cela pour vous? Pas peur, mais forcément revenir demande de la préparation. Et j'étais déjà prêt à tout ça, parce que je sais que je reviens dans un environnement qui n'est pas le même que celui que j'ai eu, que ce soit en France où j'ai vécu 8 ans ou Dubaï où j'ai vécu 6 ans. Ce n'est pas le même environnement. Donc il y a une préparation mentale qui est très importante. Heureusement que j'ai faite. Du coup, je ne suis pas très surpris de comment les choses se passent. Moi, je veux parler de l'entrée avec la jeunesse africaine. C'est un site, une page YouTube, l'investisseur africain, tout ça. C'est ça. C'était quoi le retour? Les jeunes qui allaient sur ce type de solutions digitales que vous leur proposiez, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient, au fond? Ils veulent de l'argent pour investir, ils veulent qu'on crée de grandes sociétés pour qu'ils aient du boulot. C'était quoi leurs aspirations à travers cette expérience? L'investisseur africain, la page que je lance déjà, c'est pour partager mon expérience. Et dans mon expérience, il y a une partie de gestion financière, parce que j'étais très mauvais en gestion financière. J'ai fait tous les problèmes qu'on peut voir quand je vivais en France, parce que forcément, ingénieur en intelligence artificielle, on gagne un peu quand même d'argent. Et les banques vous disent, voilà, vous êtes les rois du pétrole, vous pouvez prendre tous les prêts que vous voulez. Donc j'ai pris des prêts pour me marier, pour voyager, pour faire tout ça. Et je me suis rendu compte que la gestion financière est un gros souci dans notre communauté. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui gagnent beaucoup, et ceux qui gagnent, le peu qu'ils gagnent, c'est un peu compliqué à gérer. Donc je me suis dit, j'allais partager cette expérience de l'avant, l'investisseur africain, et l'après. Et c'est comme ça commence. Et forcément, je me rends compte qu'il y a de l'engouement autour de ça. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans mes propos, qui se retrouvent dans l'ancien, qui ne savait pas gérer son argent, qui est parti de l'Afrique et allé à l'étranger. Donc, il y a des questions qui viennent, comment je peux faire pour gérer mon argent? J'ai des idées aussi d'entrepreneuriat parce que je pousse aussi les jeunes à entreprendre. Pour moi, c'est la vraie clé qui nous permettra de développer le continent et de résorber le chômage. Donc, les questions qui viennent, c'est j'ai des idées de business, mais je n'ai pas le financement. Je vais lancer telle chose, mais je n'ai pas d'argent. Et pour plusieurs de ces jeunes, le financement devient comme le principal blocage pour se lancer. Alors que pour moi, le financement vient en dernier. Ah ouais, Voilà. on va en parler. On va en Vous allez me dire comment tout à l'heure? Vous êtes à la tête d'une entreprise EasyBox, C'est ça. voilà, qui trône en tout cas à hauteur de plusieurs millions de dollars, C'est ça. selon ce que je lis ici. C'est vrai qu'on voit déjà la manne financière, mais on voudrait savoir quelles ont été les clés qui ont abouti, je dirais, à la mise en place de EasyBox pour qu'on arrive à aujourd'hui avoir ce capital-là. C'est quoi les clés? EasyBox, c'est une entreprise qui est beaucoup plus basée à Dubaï et au Kenya. Donc, qui a pour objectif d'être une entreprise panafricaine qui va bientôt s'installer d'ailleurs à Abidjan et qui va se développer aussi toujours dans l'Afrique de l'Est. Donc, je lance le truc depuis Dubaï avec un partenaire. Donc, le partenaire, il a toute la connaissance qu'il faut, il a toute l'expérience. Et moi, heureusement, le travail me permet d'avoir le capital nécessaire. Donc, j'investis dans son entreprise ou j'investis avec lui de l'argent pour pouvoir monter EasyBox. Du coup, le succès derrière ça, c'est d'apporter une solution à une problématique qui est très présente à Dubaï et ailleurs. Les gens deviennent de plus en plus fainéants, en quelque sorte. Ils veulent qu'on leur livre tout. À Dubaï, par exemple, il faut leur livrer à manger, il faut leur livrer à boire, il faut leur livrer leurs courses, il faut tout livrer. Parce que forcément, parfois, quand il fait chaud, on va jusqu'à 50 degrés. Donc là, il y avait une opportunité. On a vu un problème, il y avait des acteurs, mais on se disait qu'il n'y avait pas assez d'acteurs. Et aujourd'hui, EasyBox est la seule entreprise là-bas à Dubaï qui est gérée par des Africains, puisque nous sommes 2 Africains
noir, on pourrait dire. Donc, la clé de succès a été de voir un problème, d'y apporter une solution et d'avoir le cash, du coup, pour financer cette solution. Et du coup, l'argent vient avec. Et les 17 milliards de dollars de valorisation, c'est de la valorisation de l'entreprise. 17 millions. Voilà, c'est bien. 17 millions. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on fait tout en milliards, donc ça complique un peu tout. Donc, les 17 millions de dollars, c'est la valorisation actuelle de l'entreprise qui a tout juste 1 an et demi. Donc, on ne fait que continuer. C'est une valorisation qui a été faite par un cabinet d'audit en bonne et due forme là-bas à Dubaï. Enfin, concrètement, pour C'est ça. comprendre, valorisation de l'entreprise, pour dire c'est ce que l'entreprise C'est la vaut. valeur. Mais ça C'est ne veut la pas valeur. c'est que Ça veut pas dire les que 17 j'ai millions l'argent de dans ma dollars. poche, quoi. La valeur de l'entreprise. C'est ça, je n'ai pas les 17 millions d'argent dans ma poche. Maintenant, forcément, il y a les revenus qui viennent avec. Hein, donc, Exactement, voilà. c'est important qu'on en C'est parle. important de dire. Bon, moi, j'entends dans votre. On dit. Ce que je lis aussi, comme il disait, on parle de jeunes milliardaires et autres. Vous avez un compte YouTube. Donc, ça. finalement, sur ce plateau, pour les gens comme nous, comment est-ce qu'avec un petit salaire, on investit pour devenir riche comme vous? J'aimerais apprendre. C'est quoi un petit salaire? Bon, petit salaire, disons le salaire moyen, le SMIC, par exemple, en Côte d'Ivoire, 75 000 francs CFA. On dit que le Est-ce salaire que, moyen. comme il dit, il prend ça un peu à la rigole, mais c'est très intéressant la question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, il y a une recette type, quand même quand on n'a pas beaucoup d'argent, pour ceux qui veulent investir, pour s'en sortir finalement? Est-ce qu'il y a un truc Donc, moi, je dis à tout le monde que quand on veut investir, il y a 4 grands secteurs ou 4 grands groupes d'activités dans lesquels on peut investir. On a l'immobilier, on a la bourse, on a des business physiques, comme vous pouvez le voir, tous les business que vous voyez de restauration et tout, qui demandent parfois un local et tout ce qu'il faut. Et on a les business sur Internet. Aujourd'hui, ce que je dis à ceux qui gagnent peu, le plus important ou le plus intéressant, c'est de se lancer sur Internet. Aujourd'hui, on peut se lancer avec 0 francs CFA sur Internet. Il y a quelqu'un qui était venu me voir pour me poser la même question, pour me dire, j'ai que 75 000 francs CFA d'épargne, dans quoi je peux investir? J'ai dit, tu ne vas pas aller te fatiguer, aller acheter des marchandises, faire plein de choses, ne pas être sûr de retrouver ton capital et tout, en allant investir dans du commerce, par exemple. Aujourd'hui, tu es sur Internet. Tout le monde a un téléphone. Tout le monde a un compte Facebook, un compte YouTube. Tout le monde peut se lancer sur Internet. Pas forcément faire des vidéos, mais on peut être assistant virtuel. À distance, il y a un entrepreneur qui a besoin d'aide, on lui donne cette aide-là en l'aidant à s'organiser. Ça, c'est de l'assistanat virtuel. On peut aussi, dans un début, proposer ses compétences. Donc, l'argent, en réalité, ça vient à la fin. Donc, pour générer ou pour gérer une entreprise, moi, je dis toujours qu'il y a 3 choses qui sont importantes. Le temps, l'énergie et l'argent. L'argent ne vient pas en retard ou en dernière position pour rien. L'argent ne vient que permettre à l'entreprise de grandir. Par contre, on a le temps et on a de l'énergie. Et ce temps et l'énergie, on peut déjà commencer à proposer des services, des compétences qu'on a. Je pense qu'on a tous des compétences ici. On peut déjà commencer à proposer ce genre de compétences-là. Vous savez bien parler, vous dites, bon voilà, je vais lancer un coaching ou une formation, je vais apprendre aux gens à bien parler. C'est une qualité qui est très demandée en plus. Alors, vous avez un parcours d'entrepreneur qui n'a peut-être pas toujours été reluisant. Est-ce que vous avez eu des échecs, des couacs? Ah, quoi que là, j'en ai eu. Hein. Les échecs, j'en ai eu énormément. Et parfois, quand on voit des entrepreneurs qui parlent de leur succès, on a tendance à oublier un peu leurs échecs. Moi, je divise ma vie entrepreneuriale ou d'investissement en 2 parties. Il y a la première partie de 2010 à 2016 et la deuxième de 2016 à maintenant. De 2010 à 2016, ça a été que des échecs. Aujourd'hui, j'investis dans les transports, ça marche bien, mais j'ai investi dans les transports en 2012 au Gabon. J'ai investi à peu près 35 000 € à l'époque, j'ai tout perdu. Ça a été un fiasco total parce que je ne maîtrisais pas le marché, parce que je ne maîtrisais même pas le business et j'ai perdu beaucoup d'argent. De la diaspora, comme plusieurs qui viennent investir en Afrique, j'ai essayé de construire des maisons à distance, ça a été aussi la catastrophe. J'ai investi, malheureusement, dans l'agribusiness aussi. Comme vous pouvez voir, ça a été aussi la catastrophe. Donc, à un moment donné, je m'étais rendu compte que tous ces échecs-là étaient liés à une chose. Je souris parce que vous avez évoqué un thème qui rappelle beaucoup de souvenirs, en fait. C'est clair. Donc, c'est ça sur le plateau. c'est pour ça que je passe très vite dessus. Pour pas qu'on reste dessus. Quoi. Ouais, il peut avoir Donc, des je vais pas mal plaisirs. d'échecs. Maintenant, comme je dis, les échecs sont des enseignements. Moi, j'ai l'habitude de dire, je n'échoue pas, je réussis ou j'apprends et je pense que j'ai appris de tout ça. C'est ce qui fait l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Bon, moi, j'ai noté ce que vous avez dit, mais je voudrais en fait revenir sur aujourd'hui, pour nous qui sommes à Abidjan. C'est ça. Parce que vous avez aujourd'hui, je peux dire, un flair, une avance sur le commun des citoyens comme nous pour flairer un peu les activités. Quand vous regardez Abidjan aujourd'hui,
quels sont éventuellement les secteurs dans lesquels les jeunes pourraient se lancer et qui pourraient être des secteurs porteurs? J'aime beaucoup cette question. J'ai le regret de vous dire il n'y a pas de secteur en réalité. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes sur un continent où il y a tout à faire. Ok. Donc, il faut que les jeunes apprennent à avoir des yeux de problème, comme j'ai l'habitude de dire. Quand on sort, on voit plein de problématiques auxquelles on peut apporter des solutions. Parce que le problème, en donnant des secteurs, tout le monde va vouloir se ruer vers ces secteurs sans forcément avoir la connaissance nécessaire pour investir dans ces secteurs. Je dis toujours, la connaissance précède l'investissement. Donc, il faut juste voir les problèmes qui sont là et essayer de voir comment apporter des réponses. Et au-delà de trouver des problèmes, il faut aussi résoudre des problèmes qui correspondent à notre personnalité. Je pense que vous connaissez tout ce qu'on appelle l'ikigai, je ne vais pas vous refaire. Donc, il faut trouver des problèmes qui vont nous permettre de lancer un business que nous aimons, dans lequel on est doué, qui répond à un besoin et pour lequel on peut être payé. Donc, c'est les 4 critères qu'il faut prendre en compte. Mais sinon, j'ai envie de dire tous les secteurs sont porteurs. Moi, aujourd'hui, j'investis dans 5-6 secteurs pour dire que on peut investir dans tous les secteurs. Oui, parce que je lis ici en fait que vous avez un lavage automobile, vous avez également un complexe hôtelier, une chaîne de parcs aquatiques, etc. Vous avez même un restaurant franchisé avec en partenariat avec Dabali Express. J'ai envie de dire, mais c'est quoi le secret Il y a l'hôtel aussi qui n'est même pas mentionné là. Pour vous dire, en fait, on peut investir dans tout. Vraiment, on peut investir dans tout. Et moi, depuis mon retour, quand je sors, c'est des idées qui fusent de partout. Parce que j'ai les yeux de problème. Quand je regarde ça, il y a des ordures là. Mais tout le monde passe et voit les ordures. Personne ne se dit comment je peux transformer ces ordures en quelque chose. Ou bien comment je peux même juste mettre des poubelles là où on peut mettre les ordures à l'intérieur. Pour moi, ça, c'est une idée de business déjà. Quand je sors que les qualités le service n'est pas de bonne qualité, on va dans des restaurants, on va peut-être dans des supermarchés où on vous jette la monnaie comme ça sur le visage, c'est aussi là un business. Donc moi, j'ai la faculté de dire, je vais voir les problèmes et je vais transformer ces problèmes-là en business. Brice a dit d'entrée, Brice, il voulait prendre la parole, mais il a dit d'entrée un contexte parfois qui peut aussi en rebuter plus d'un. C'est aussi important de revenir là-dessus. Comment le contexte aujourd'hui économico-politique, quand je parle de politique, c'est politique d'accompagnement des investisseurs, est-ce que ce contexte-là, finalement, c'est quantité négligeable? Parce que vous êtes dans plein de domaines, dans un pays où parfois les gens disent qu'il y a trop de barrières à l'investissement, etc. Finalement, est-ce que pour vous et les jeunes qui nous écoutent, vous dites que c'est un élément qui compte? Moi, je pense que les gens se cherchent beaucoup d'excuses. Vraiment, les gens se cherchent des excuses. Et en réalité, ce qui explique tous ces alibis que les gens donnent, c'est la peur de se lancer. Et il faut qu'on adresse le vrai problème. Moi, quand je venais, on me disait tout ça. Il faut avoir des contacts dans le gouvernement, il faut avoir un carnet d'adresses. Attention, le gouvernement ne favorise pas les Ivoiriens, mais plutôt d'autres personnes. Il faut avoir ton réseau et tout. Je leur ai dit, mais en réalité, ce sont des problématiques que vous mettez sur la table. Il faut trouver les solutions qui vont avec. Et quand on me prend, par exemple, la question du réseau, je dis, on répond à un réseau par un autre réseau. C'est pour ça que vous avez mis en place le vôtre. C'est le club clairement. Il faut nous en parler. C'est aussi simple que ça. Je crée un autre réseau pour pouvoir avancer. Et comment on crée son réseau? La première chose que j'ai faite quand je suis revenu il y a 2 ans, j'ai contacté tous mes amis. Tous ceux avec qui je suis allé à l'école, tous ceux que j'avais perdu de vue. Je me suis rendu compte que certains étaient directeurs de banque. Il y en a plusieurs qui sont devenus directeurs de banque. Il y a d'autres qui sont directeurs dans telle administration et tout ça. Quand j'ai besoin de quelque chose, forcément, c'est à eux que je vais penser en premier. Donc, je crée mon réseau en parallèle. Maintenant, on ne parle pas d'investissement au niveau d'Aliko Dangote ou tout ça. Si tu veux faire ton commerce ou ton restaurant, voilà, je ne sais pas en quoi est-ce que le gouvernement a besoin de venir t'aider pour ça. Donc, il faut que les gens dépassent leur peur et qu'ils décident de se lancer, peu importe tout ce qui peut se dire à côté. Mais justement, parlons du club, restons là-dessus. Oui, d'autres lignes de la tête, mais sur le club, parlons-en. Est-ce que finalement, ça ne devient pas... On dit c'est le réseau, j'entends beaucoup de gens parler de réseau. Est-ce que ça ne devient pas une forme de secte, des gens qui ont envie de maintenir pour eux une forme de richesse et ils n'ont pas envie que d'autres... un club élitiste aussi. C'est ça. Aujourd'hui, mon club, il est sur Internet. J'en parle sur Internet pour dire qu'il n'est pas si élitiste que ça. Moi, j'appartiens à d'autres clubs à Dubaï où voilà, on n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, le club, c'est de mettre ensemble des gens qui ont la même vision, qui ont la même envie de voir l'Afrique se développer pour mettre de l'argent ensemble. Parce qu'on peut avoir toutes les visions qu'on veut. Si on n'a pas d'argent pour se mettre ensemble, pour investir, ça va être compliqué. Donc, l'idée du club élite que moi, je mets en place, c'est de dire, moi, j'investis déjà. Et je suis dans plusieurs secteurs.
Je sais qu'il y a des gens de la diaspora qui ont de l'argent, qui veulent aussi investir, mais qui ont eu des problèmes d'arnaque, qui ont eu plein de soucis. Je leur dis, je suis sur place, je suis revenu pour investir. Donc, mettons-nous ensemble, au lieu de faire des petits business chacun dans son coin, et c'est ça un vrai problème ici aussi chez nous, c'est que chacun veut avoir son petit business dans son coin. Il veut faire 5 poulets, l'autre veut faire 5 poussins. Et face à ça, on a d'autres communautés qui se lancent en groupe. Moi, quand je me lance dans les VTC, je pars chez un concessionnaire pour acheter 20 véhicules. Et quand j'arrive chez le concessionnaire, il me dit qu'il y a bon, je ne sais pas si on peut le dire, mais il y a une autre personne qui est venue, qui a commandé 500 véhicules. Mais forcément, il n'est pas le seul derrière. Il y a d'autres personnes. Donc je me dis, 20 véhicules, pour moi, je suis content. 20 véhicules, c'est quand même jusqu'à 200 millions de francs CFA que j'investis. Mais celui qui fait 500 véhicules devant moi, bah, c'est clair que ce n'est pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Lui, c'est 500 véhicules, il les a moins chers. Il peut mettre plein de choses autour. Il peut avoir sa propre pompe, son propre lavage et tout. Donc, je me dis, ça ne sert à rien que je veuille avancer seul. Je vais réunir des gens qui ont la même vision. On va être actionnaires, associés des business que je lance pour que nous puissions être grands. Et là, on a lancé les VTC. Aujourd'hui, on est à 80 véhicules. Le but, c'est d'avoir 200. Et du coup, avec ces véhicules-là, on arrive à faire des économies d'échelle. On arrive à créer plus d'emplois. C'est quand même 200 personnes qui sont employées et tout ça. Donc, le but, c'est de se dire, on peut réussir que si on est ensemble, qu'il faut se mettre ensemble pour avancer. Si jamais on ne le fait pas, c'est des petits business qui ne changent pas vraiment la donne et du coup qui ne servent qu'à manger, qui ne sont pas disruptifs. Est-ce que quelques... On va allez-y, au point où j'en suis, c'est mon soir. Allez-y, c'est mon soir. Non, je voulais juste demander, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est vrai, au-delà de tout ça, il y a une question de formation? Parce que je me dis quand même qu'entreprendre, c'est vrai, vous, c'est à la suite de certains échecs que vous êtes arrivé véritablement à vous positionner. Est-ce qu'il n'y a pas de nécessité aussi de mettre en avant la formation avant de se lancer en tant que tel? Je voulais aller dans le même sens. Est-ce que vous ne trouvez pas que la diaspora est en avance sur les locaux dans la mesure où, dans notre système éducatif, on n'a pas ce système entrepreneurial-là. C'est maintenant qu'il est en train de venir. Or, à l'étranger, ce système existe un peu dans certains pays. Bon, ça dépend où à l'étranger quand même. Bon, voilà, mais en tout cas... Que ce soit aujourd'hui aux États-Unis, dans les pays anglophones, oui, je dis, ça existe. En Ukraine, En Ukraine, c'est pas pour le... Je ne dirais pas en Ukraine, mais je veux dire, dans certains pays, l'entrepreneuriat, c'est dans le mindset de tous ces gens, en fait. Non, pour être vrai, moi j'ai vécu en France et je ne pensais pas tout de suite à l'entrepreneuriat. C'est quand je suis parti vivre à Dubaï que c'est vraiment bien né en moi et la nécessité de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que le monde anglo-saxon, qu'on le veuille ou pas, est un peu plus avancé dans ce secteur-là, où on incite les jeunes, les enfants dès le bas âge à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et forcément, comme il le demandait, avant de se lancer dans toute chose, il faut se former. Des gens pour devenir médecin, ils se forment pour devenir médecin. On se forme pour devenir fonctionnaire. On se forme pour devenir plombier. Maintenant, pourquoi quand il s'agit de l'entrepreneuriat, les gens ne veulent pas se former, ne veulent pas apprendre? Aujourd'hui, il y a deux façons d'apprendre, clairement. Soit on apprend sur le tas, on fait des erreurs et on apprend, mais on aura perdu de l'argent, du temps et de l'énergie. Ou on apprend de ceux qui sont déjà passés par là, qui expliquent leurs erreurs et qui poussent les gens à se lancer dans le même secteur qu'eux. Et moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne L'Investisseur Africain. Je partage mes expériences, je propose aux gens des alternatives aux erreurs qu'ils ont connues. Et c'est une forme de formation. Maintenant, si ça ne suffit pas que d'autres veulent aller plus loin, on a Internet, encore une fois. Sur Internet, on peut apprendre énormément de choses. Au lieu de passer du temps à regarder des vidéos de béret, je ne sais pas quoi, on peut prendre ce temps-là pour se former. Mais en réalité, il faut se former. Et au-delà de la formation, il faut dépasser sa peur pour se lancer aussi. Parce que se former sans se lancer, ça peut être compliqué. Maintenant, pour la question de la diaspora, on part dans la diaspora, on apprend des choses. On voit une autre façon de faire. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc, j'ai vu plusieurs façons de faire. Et forcément, ces façons de faire-là donnent un peu d'avance par rapport aux locaux. Mais ce que moi je conseille, ce que je propose, c'est que les gens de la diaspora et les locaux se mettent ensemble. Et un des objectifs de mon retour, c'est de venir transmettre cette connaissance, de transmettre ce savoir que forcément on n'a pas ici. Ça va. C'est terminé, les amis? Ouais, Brice, tu es le roi de tout. Non, parce que... Mais non, tu as la parole. Merci, j'ai la parole. Merci, les amis. Merci beaucoup à vous de me donner cette parole. Sinon, j'ai une dernière question. Ouais, Non, mais André, tu ne vas pas abuser. non, plus sérieusement.
je pense, foncièrement, qu'on nous dit beaucoup de choses. En tant que jeune entrepreneur, je me dis, c'est un peu comme à l'époque, comment les gens partaient en Europe, on ne leur disait pas tout. Parce que les gens imaginaient que dès qu'ils rentraient en France, ils avaient la possibilité de commencer à ramasser les sous. On a un peu l'impression aujourd'hui que quand on est entrepreneur, c'est tout de suite la porte ouverte au marché. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Parce que quand on dit, je vous entends, hein, Jean-Yves, vous avez réussi, vous avez du succès, mais quand vous dites l'argent arrive au dernier moment, permettez-moi d'être un peu réservé sur cette question-là. Parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a Internet. Oui, parce que même Internet, il faut avoir un pass. Donc l'argent commence à intervenir à ce niveau-là. Donc est-ce qu'on dit vraiment la même chose? Le truc, c'est que même pour le pass, les gens ont de quoi acheter le pass. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font de ce pass-là? C'est des vidéos en longueur de journée, des vidéos qui n'apportent rien. Moi, je vous dis, j'ai lancé la chaîne YouTube, pas pour gagner de l'argent, mais principalement pour partager mon expérience. Il faut juste une caméra ou un téléphone pour faire des vidéos. C'est que des vidéos. Hein. Et aujourd'hui, cette chaîne YouTube, elle me rapporte jusqu'à 3 millions de francs CFA, 5 000 €. Juste en faisant des vidéos. Tout le monde peut le faire. Il faut juste savoir de quoi parler, il faut avoir une expérience à raconter. Quelqu'un demande tout de suite, c'est pas bien lâché. Ça a intéressé quelqu'un tout de suite. C'est l'investisseur africain. L'investisseur africain. Donc, je partage mon expérience. Et je pense que chacun de nous, on a une histoire, on a des choses à raconter. Donc, pas besoin d'aller acheter beaucoup de choses. C'est juste avec le même téléphone que les gens ont, ils peuvent faire quelque chose. Très bien. Jean-Yves Brabo, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Un autre jour, je vous promets, on parlera d'intelligence artificielle. J'ai droit à un dernier mot? Allez-y. Donc, pour ne pas juste rester dans les paroles, moi, j'ai décidé de lancer, par exemple, un concours qui va permettre à des jeunes entrepreneurs d'avoir le financement, vu que le financement paraît être le plus gros obstacle pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce concours s'appelle le Génie africain. Et aujourd'hui, j'offre 20 millions de francs CFA au meilleur projet. Donc, c'est un projet dans quel domaine? Dans tous les domaines. Là, il n'y a pas de restriction. Comment on candidate? Où on dépose les papiers, tout ça? Donc, il faut aller juste sur la chaîne L'Investisseur africain. Ok, Toutes les informations sont là-bas. C'est ouvert à tout le monde. C'est lui dire, vous dites que les financements sont un problème, venez, on vous finance et puis on va voir. Mais au-delà du financement, il y a aussi de l'accompagnement. Parce qu'en réalité, ce qui fait que les entreprises persistent, c'est aussi la gestion et l'accompagnement qu'il y a autour. Donc, le financement n'est plus un problème. On attend vos projets. Le financement, c'est un prêt? Non, ce ne sera pas un prêt, ce serait peut-être une prise de participation dans les entreprises. C'est ce que j'ai l'habitude de faire avec plusieurs autres projets. Merci Jean-Yves Brabo, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci Élisée, merci Daouda, là. André et Isabelle, merci à toutes les équipes techniques. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.